Alors c'est un reproche assez fréquemment adressé aux médias, mais vous donnez que les mauvaises nouvelles, enfin vous en abusez, vous en faites vos choux gras. Et les bonnes initiatives alors là, le journaliste il lève le nez et il désigne l'Élysée du doigt. Mais regardez la feuille de route gouvernementale, enfin la fin de vie, les retraites, la fin de l'abondance, j'oubliais l'assurance chômage, c'est pas la joie. Alors le chroniqueur des Échos, Édouard Tétrault, parlait hier très justement, je trouve, d'une spirale dépressive du président de la République qui déroulerait comme ça une espèce d'agenda de pompe funèbre. En plein power blues, le président de la République, comme Europe 1 vous le révélait d'ailleurs la semaine dernière, le blues du second mandat pour Emmanuel Macron. Et oui, qu'est-ce que c'est le pouvoir sans l'aiguillon de devoir se faire réélire la fois suivante? Question qui peut sembler dérisoire à la vue des chantiers dont le pays aurait besoin. Bonjour David Revaud-Dallon. Bonjour Dimitri. Vous êtes le chef du service politique du Journal du Dimanche. Merci d'être avec nous. Charlotte Dornel-Associée, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Politique de pompe funèbre, j'aime beaucoup la formule. Il y a des précédents, hein. Tony Blair par exemple, c'est l'un de ses conseillers qui avait parlé en 2001, après sa réélection triomphale, de Power Blues. C'est Emmanuel Macron de 2022. Effectivement, à la lecture de l'agenda qu'il propose aux Français, vous pensez que c'est l'expression d'une sorte de déprime post-second mandat, post-élection? De déprime, j'irai pas jusque-là, je suis pas forcément qualifiée et puis je ne connais pas suffisamment Emmanuel Macron. Non, mais j'ai bien compris. Voilà. Non, mais il y a quand même un peu de ça aussi parce que moi je dirais plus qu'on a l'impression d'un président qui a décroché du niveau national en fait des préoccupations. Il est très investi, mais depuis déjà janvier, depuis la campagne, on a tous commenté en disant qu'il faisait pas campagne, il en faisait une autre. On a l'impression vraiment il en faisait une autre. Il s'est passionné sur le terrain diplomatique. Il avait déjà eu au moment du Covid, un rôle qui dépassait vraiment le niveau national, puisque tout se passait évidemment dans une pandémie à l'international. La rhétorique de la guerre est devenue la sienne. Il est sur le terrain diplomatique et là, ça apparaît comme en effet un blues dans la mesure où hier, dans son discours, on comprend que lui-même n'a plus la main sur la stratégie qu'il avait mise en place et qui était vraiment une stratégie française par rapport au reste du monde dans cette guerre. Vous pensez, Charlotte, qu'il est, que le national l'ennuie et que l'international l'attire davantage, ou que l'international l'empêche, que l'agenda international de la guerre, effectivement, accapare son temps de président de la République? Je note qu'il a été capable de s'en éloigner quand il a eu besoin, notamment à la fin de l'année, au moment des législatives. Donc il pourrait très bien aussi remettre dans sa manière de s'adresser aux Français le dossier international à sa place avec d'autres nécessités. Et on l'a connu, en effet, il y a 5 ans, le monde n'était pas beaucoup plus rassurant. Alors en effet, il n'y avait pas la guerre en Ukraine qui est juste à côté de chez nous, mais il était capable de s'éloigner de ça. Moi, j'ai l'impression d'un président que ça ennuie, oui. Ah, d'accord. C'est une impression, c'est la mienne, mais... David Revaud-Dallon. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord la thèse de la fuite sur le terrain diplomatico-militaire, qui en réalité est un classique pour certains présidents, parce qu'on sait très bien que... C'est le domaine réservé du président. D'abord, c'est son domaine réservé, et puis sur ce terrain-là, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de syndicats, il n'y a pas de manifestants, il n'y a pas de successeurs qui se tirent la bourre pour prétendre à vous succéder précisément. Donc, c'est un terrain qui, en général, est plus facile quand vous ordonnez aux diplomates ou aux militaires de suivre telle ou telle directive, ils le font et en général ça suit. Donc forcément, on l'a vu il y a une vingtaine d'années avec Jacques Chirac, on l'a même vu, toute proportion gardée, avec François Hollande, qui avait quand même beaucoup de difficultés sur le terrain national et qui est le président, il faut le dire, qui a lancé le plus d'opérations extérieures de tous les présidents de la Ve République. Donc il existe ce tropisme. Il ne faut pas accuser non plus le président Macron de se réfugier dans la diplomatie. Son discours à l'ONU, qui à mon sens était très bon, et aussi un discours, même si effectivement il change un peu de ton par rapport aux derniers mois. Mais on l'a vu d'une énergie comme on n'en a pas vu depuis quelques temps. C'est un discours qui est aussi lié aux circonstances. On ne peut pas l'accuser de se réfugier dans les postures diplomatiques parce que ça ne marche pas en France. Après, deuxième aspect, c'est effectivement cette expression post-présidentium, si j'ose dire, qui est effectivement un classique, vous l'avez dit, du deuxième mandat, pas de perspective de reconquête. On sait que finalement la seule perspective, c'est de laisser sa trace dans l'histoire. Et là, précisément, il est obsédé par une chose, on le sait, c'est de ne pas laisser la trace de celui qui a fait gagner Marine Le Pen ou le candidat du Rassemblement national. Donc ça, c'est une véritable obsession. Et puis, effectivement, je pense qu'il est obsédé aussi par le fait de ne pas subir un deuxième mandat façon Jacques Chirac, c'est-à-dire un petit peu, effectivement, politiquement dépressif. Jacques Chirac a été encensé au moment de son décès, il était extrêmement populaire, mais je rappelle que quand il quitte le pouvoir, on a Nicolas Sarkozy, son successeur, le qualifiait de roi fainéant lui-même, puisque son bilan en termes de politique publique, des résultats était assez faible. Mais alors, donc, justement, il y a quand même une débauche, je termine là-dessus, une débauche de lancement de réformes, vous l'avez dit,
peu engageante, puisque vous en avez fait la liste, c'est effectivement une ambiance un petit peu d'enterrement, mais voilà, la vraie question, c'est sera-t-il en mesure de les conduire? Oui, et quand en contrepoint, si on dresse la liste des chantiers à ouvrir pour le pays, alors sans hiérarchie, mais le pouvoir d'achat, l'emploi, la réindustrialisation, le logement, l'éducation, la sécurité, la défense, l'indépendance énergétique, l'immigration, voilà, il y a une pléthore de sujets quand même dont on pourrait se saisir et faire de grandes politiques nationales. Or, le président de la République, alors notamment aujourd'hui, concentre l'attention sur le sujet des retraites. Et on sait aujourd'hui, pour en avoir parlé abondamment sur Europe 1, le piège politique que cela représente, le risque d'empêchement définitif qu'il y a pour lui à vouloir à tout prix passer par voie d'amendement sur cette réforme-là. En dépit des mises en garde des syndicats qui disent si vous touchez aux retraites, c'est simple, on collabore plus, on fait plus rien avec vous et tout le monde est dans la rue. Oui, mais peut-être que justement son côté disruptif, puisqu'il ne parlait que de ça pendant, son entourage en tout cas pendant le premier quinquennat, peut-être se trouve-t-il justement dans ce courage qu'il va puiser d'aller faire la réforme la plus difficile à ce moment-là. Voilà. Au-delà de la nécessité ou non de faire cette réforme, c'est pas le sujet. Au-delà même d'être d'accord ou pas avec cette réforme, il est clair qu'elle est dans l'ADN de Macron depuis le début, que c'est une réforme qu'il voulait faire dans son premier quinquennat, qu'il voudra faire ici. Et par ailleurs, je pense que sur le côté des primes, ça se voit sur certaines choses et sur certaines tendances. Je pense que le mettre simplement sur le dos du président, c'est un peu abusif dans le sens où je pense que c'est quelque chose qui pourrait caractériser l'état du pays tout entier depuis quelques années et en particulier en ce moment. Après, la question de la réforme des retraites, moi je vois plus un côté des pressions générales quand la seule chose sur laquelle il a la main la main libre, c'est-à-dire sur le terrain simplement idéologique, c'est en effet nous sortir la question de l'euthanasie dans un pays où déjà rien ne va. C'est original comme priorité, on va dire. Peut-être est-ce là aussi une preuve de ce côté disruptif que vous évoquez, c'est-à-dire que d'un côté on dégaine une réforme politiquement extrêmement clivante et irritante, et puis de l'autre côté réforme les retraites, et de l'autre côté la fin de vie, c'est-à-dire une réforme, alors certes aussi clivante, mais très concernante, puisque évidemment chacun s'intéresse à cette question. Il y a clivante. Il y a quand même le rapport de force entre les pour et les contre. Vous avez 9 Français sur 10 qui soutiennent l'idée de la fin de vie, du suicide assisté, qui sont donc moins clivante politiquement, même si c'est un sujet extrêmement sensible. Alors vous citiez le nombre de chantiers, c'est vrai que il faut le dire, il y a quand même quelques projets de loi qui sont en préparation. La semaine prochaine, on présente le projet de loi de finances, donc le budget, projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui sera sans doute peut-être le cavalier de la réforme des retraites, mais aussi les énergies renouvelables. Et puis parallèlement, Gérald Darmanin travaille sur l'immigration. Donc il y a quand même plusieurs projets de loi qui sont en chantier. Maintenant, c'est vrai que là où vous avez raison, c'est que le président, lui, a mis la focale sur cette réforme de retraite, dont on ne voit pas, d'abord, à court terme, quelle forme elle va prendre, quelle méthode. Pour l'instant, je pense que l'exécutif lui-même est dans le plus grand flou. Il y a plusieurs options et je crois qu'ils sont vraiment dans la panade pour trancher entre ces différentes options. Et une fois que l'option sera tranchée, évidemment, vous avez la situation politique et le terrain d'atterrissage de cette réforme. Et là encore, entre les oppositions à l'Assemblée nationale et les syndicats, on voit absolument pas comment ça peut marcher. Mais précisément, je pense que c'est une manière de conjurer le sort. Encore une fois, Macron est obsédé par l'idée de ne pas subir ce deuxième quinquennat. Il y a un petit côté roulette russe quand même. Il y a un petit côté roulette russe, vous avez raison, mais je pense que Macron est plutôt que de subir et d'apparaître comme effectivement un président dépressif, totalement incapable d'agir, vous savez, coincé. Les grands dépressifs aussi, des fois, ont des sortes de sursauts comme ça. Alors ça, c'est plutôt la bipolarité. Mais... on est en train de psychiatriser le président. Restons sur la politique. Effectivement, je pense que le président, il est obsédé. Vous savez, c'est son ADN de 2017. C'était la réforme à tout crin, la réforme à la hussarde. Ça lui a d'ailleurs coûté très cher, puisqu'on l'a beaucoup accusé de ne jamais avoir consulté les corps intermédiaires, ce qu'il a payé très cher avec les gilets jaunes, etc. Mais en tout cas, je pense qu'il est obsédé par cette idée de rester dans l'histoire comme un président incapable et empêché. Et donc, c'est pour cette raison qu'il prend ses risques. Et vous avez raison, il y a un petit côté roulette russe. Voilà, il ressurgira peut-être la réflexion sur l'opportunité ou pas d'un mandat unique, puisque le second mandat semble être une sorte de malédiction. Alors, il y a aussi, David en a parlé, le projet de loi immigration. Alors, c'est très intéressant parce qu'on voit que sur la question des retraites, on sent quand même une majorité au sein de laquelle ça discute, mais globalement, on voit pas tellement, ça déborde pas trop. Sur le projet de loi immigration, on sent
parce que c'est beaucoup plus compliqué, qu'il y a peut-être une rivalité, voire une hostilité entre Gérald Darmanin qui pousse ce projet, qui aurait aimé que ce débat ait lieu au mois de novembre, et la Première ministre Elisabeth Borne qui dit retardons ça peut-être au printemps. Qu'est-ce qu'on peut dire actuellement de ce projet de loi? Est-ce qu'il y a une volonté gouvernementale de réformer l'immigration et notamment le droit d'asile? Il y a clairement aucune volonté. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron en parle beaucoup. À chaque fois qu'il en parle, il adopte un ton un peu martial, genre j'arriverai là où personne n'arrivera, on fera les expulsions, ça va toujours pas mieux. Et on a, le timing est complètement dingue. C'est-à-dire qu'on a Gérald Darmanin qui depuis l'été a dit quand même beaucoup de choses. Souvenez-vous, après le Stade de France où il fallait pas parler de nationalité parce que le seul fait d'évoquer des nationalités était déjà trop pour le ministre de l'Intérieur, ce qui était quand même spécial. Et là, dans l'été, il a parlé de la surreprésentation des étrangers dans la délinquance. Il a parlé de procédures à la fois administratives et juridiques complètement incapacitantes dans notre gestion des flux migratoires. Il pose tout ça sur la table en disant on va s'en occuper, on va le faire, puisque retrouver la maîtrise de ces flux, c'est pouvoir se pencher précisément sur ceux qui méritent Mais initialement, le droit d'asile. Ça devait être fait au mois de novembre, là. Hein. Et il déroule tout ça, Gérald Darmanin, seul, on va dire, sur ce terrain-là, comme ministre de l'Intérieur. Et tout à coup, Emmanuel Macron intervient pour dire on va répartir les étrangers sur le territoire. Phrase qui d'abord n'a aucun sens parce qu'on ne sait pas de qui il parle précisément et qui contrevient parfaitement à la priorité établie par Gérald Darmanin lui-même, qui nous parlait de procédures simplifiées et de rétablissement de la double peine, puisque c'est comme ça qu'il nous présentait les choses. Donc même au-delà d'Elisabeth Borne, qui en effet ne voulait pas le débat parce qu'on comprend que c'est pas la même couleur politique, au-delà d'Elisabeth Borne, c'est le président lui-même qui a mis un peu un coup d'arrêt. Et on pourrait faire la même histoire avec la circulaire d'Éric Dupond-Moretti hier sur sa nouvelle politique pénale ambitieuse, mais empêchée par l'absence de volonté des fameuses constructions de places de prison qui bloquent absolument toute ambition. Sur les déclarations du président et la volonté de répartir sur le territoire, c'est peut-être une expression maladroite, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il voulait en finir avec la ghettoisation, la concentration de problèmes économiques, sociaux, culturels, etc. sur le même territoire. Après, c'est vrai qu'on en revient à l'essence du macronisme, qui est que dans le même gouvernement, on a effectivement un Pape Ndiaye et de l'autre côté un Gérald Darmanin qui, lui, a des positions extrêmement ferme et le monde. Donc voilà, c'est encore une fois le problème du pragmatisme entre guillemets macroniste qui est capable un petit peu de tout et son contraire et en même temps, comme dirait l'autre, d'avoir dans son gouvernement un Pape Ndiaye et un Gérald Darmanin qui tient des propos pour le coup extrêmement fermes sur ce sujet. Merci David Raveau-Dallon. Merci Charlotte Dornelas. Merci à vous. Merci à tous les deux.